Josephine. I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 21 du podcast Les enfants vont bien. Il était plus que temps que je traite du grand A, comme le dit Aline, de notre acronyme. Qu'est-ce que ce A signifie ? Et surtout, qu'est-ce qu'il signifie dans la vraie vie, au quotidien ? Comment se rend-on compte de son asexualité et ou de son aromantisme ? Aline nous dit tout. Elle nous raconte la genèse de ce mot, mais aussi celle de sa découverte. Elle aura mis du temps à se définir, et pour cause. La société n'était pas prête à nommer ces personnes qui ne ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle et ou romantique pour qui que ce soit. Et malgré cela, Aline s'est inscrite très tôt dans une envie de parentalité. Elle a toujours su qu'elle serait célibataire, donc elle a toujours envisagé sa parentalité en solo. Ce qu'elle n'avait pas anticipé en revanche, c'est l'ensemble des questions que soulèverait cet accès à la parentalité. Comment choisir un donneur et selon quelles valeurs ? Est-ce que la méthode employée peut influer sur l'histoire ou le bien-être de son enfant ? Et le genre ? Pourquoi genrer à tout prix un bébé alors qu'on pourrait le laisser libre d'explorer ses possibilités et de faire ses choix le moment venu ? Cet épisode soulèvera aussi un questionnement chez vous, j'en suis certaine. Il ne vous laissera pas indifférent. Son passage la semaine dernière chez Bliss a soulevé beaucoup de commentaires que je suis convaincue de ne pas retrouver ici. Clémentine a d'ailleurs dû remettre les pendules à l'heure. Si vous souhaitez en savoir plus sur la sexualité, je vous invite à écouter le podcast d'Aline chez Paradisio, Free From Desire. Encore merci Aline d'ouvrir la voie, de montrer le chemin. La sexualité est encore trop récente pour être ancrée dans les mœurs, mais on y viendra. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aline. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible. Je crois que je t'ai un peu sauté dessus quand j'ai vu passer la jaquette de ton podcast qui est fabuleuse, soyons clairs. T'as une jaquette qui est percutante. De suite, elle accroche et on a juste envie d'aller cliquer sur le visuel pour pouvoir écouter le podcast. Aujourd'hui, je suis venue vers toi parce que tu es le petit A de notre acronyme et j'avais très envie de discuter avec toi de ce que ça représentait, de comment on pouvait se définir asexuel, de comment on pouvait le vivre et de prouver que, en fait, ça se vit très très bien. Alors je dirais même plus, je suis pas le petit A, je suis le grand A et je suis même les deux grands A puisque je suis aussi aromantique, donc asexuelle et aromantique. On va doubler les A, t'as raison. Ouais. Et excuse-moi pour petit, effectivement, tu es le grand A de notre acronyme. Est-ce que tu peux te présenter, Aline ? Oui, alors je m'appelle Aline Laurent-Maillard, j'ai 34 ans. Moi avec le Covid, je sais plus mon âge. J'ai 34 ans, j'ai un petit bébé de 3 mois qui s'appelle Jo, et je suis célibataire. Et je suis une journaliste et une autrice. Ok. Et donc tu es donc une maman célibataire ? Je suis un parent célibataire parce que je suis non-binaire aussi. Oui, excuse-moi. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il va peut-être falloir que tu me reprennes à certains moments parce que je vais forcément faire des Il n'y a pas de problème, je suis habituée. Merci de ta compréhension. Est-ce que tu peux me redéfinir ou nous redéfinir ce qu'est la sexualité et en suivant du coup ce qu'est l'aromantisme ? Tout à fait. La sexualité, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle pour autrui. Ça a distingué donc de l'excitation, hein. On peut être excité par une ambiance, on peut être excité pour des raisons biologiques, hormonales, tout un tas de trucs. Là, c'est juste que l'excitation, elle est jamais tournée vers quelqu'un. D'accord. Et donc l'attraction sexuelle, c'est à pas confondre avec l'attraction romantique ou d'autres types d'attractions, hein, typiquement attraction amicale, intellectuelle, etc. L'attraction romantique, donc, on peut être asexuel et être hétéro-romantique, homo-romantique, bi-romantique, etc. Moi, il se trouve que je suis aromantique, donc je ne ressens pas d'attraction romantique pour personne. Et ça veut dire en gros que j'ai jamais eu de crush, j'ai jamais ressenti ce petit truc en voyant quelqu'un en me disant faut qu'on sorte ensemble. Voilà, non, jamais. D'accord. Et
Tu as réussi à te définir depuis quand? C'est tout le sujet de mon podcast Free From Desire. L'objectif de ce podcast, c'était au-delà du fait de discuter de nouvelles façons, des autres façons de construire sa vie d'une façon qui serait pas centrée autour du couple hétéro-romantique et sexuel. C'était de montrer en fait que, particulièrement dans le cas de la sexualité et de l'aromantisme, mais aussi de pas mal d'orientations, c'est parfois un long cheminement et qui est loin d'être linéaire. Et donc moi je sais que c'est ce que j'explique, je me suis beaucoup cherchée parce que je comprenais vraiment pas pourquoi j'arrivais pas. C'est comme ça que j'ai pensé, pourquoi j'arrivais pas à kiffer des gens, quoi, à avoir envie des gens. Et c'est vers les 25 ans, je crois, que j'ai découvert le terme asexuel sur Internet. Et il m'a fallu encore, je dirais, bien 5 ans avant de réussir à dire que j'étais asexuelle. Il y a eu toute une phase où j'utilisais des euphémismes, où je disais je trouve que la sexualité c'est intéressant, je suis peut-être un peu asexuelle. J'avais même aussi c'est un spectre, la sexualité, donc j'avais dit à un moment je suis demisexuelle. Demisexualité, c'est une asexualité, mais on ressent quand même de l'attirance sexuelle avec certaines personnes quand on a créé un lien très très fort. Donc je voulais quand même pas lâcher cette possibilité. Je disais genre ouais mais peut-être que je serais pas asexuelle pour quelqu'un, quoi. Et puis il y a un moment où j'ai fini par accepter, à force aussi de réaliser que genre vraiment à 30 ans ça ne venait toujours pas. Ça ne changeait rien de le savoir, et aussi au fur et à mesure, en connaissant mieux ce que c'était que la sexualité, mieux la communauté, en voyant qu'on pouvait être heureux et asexuel, et aussi parce que progressivement je m'y suis habituée et j'ai appris à en être fière. Et c'est encore plus tard que j'ai compris que j'étais aromantique, alors que je connaissais le terme. Comme il y a beaucoup de personnes asexuelles qui sont aussi aromantiques et que ça fonctionne un petit peu pareil, la communauté asexuelle parle beaucoup d'aromantisme. Donc je connaissais ce terme depuis pas mal de temps. Et j'ai compris que j'étais aromantique qu'il y a, je pense, un an et demi peut-être, quelque chose comme ça. Genre vraiment juste avant de commencer mon podcast. Alors qu'en fait, c'était un peu une évidence. Enfin, je n'avais jamais été amoureuse de ma vie. Oui. Et pourtant, j'avais passé la trentaine et je savais ce que c'était. Et je me disais, non, c'est pour les autres. Et donc voilà, le podcast, c'était aussi cette envie de montrer le long cheminement qu'on rencontre un peu tous et toutes quand on est LGBTQ+, ou pas tous, mais en tout cas pour pas mal, et que c'est pas tout d'un coup on découvre et on est trop bien et on est militant, quoi. Ouais, complètement. C'est d'autant plus que on en parlait tout à l'heure un petit peu avant l'enregistrement. La difficulté concernant la sexualité, c'est que ce terme-là, il arrive assez tard, je trouve, par rapport aux autres termes de notre acronyme, et on le connaît pas tous ou peu ou Ouais, mal. alors en fait, pour faire un mini retour historique, parce que je pense que moi je trouve que l'histoire de la sexualité est hyper intéressante parce que c'est la dernière orientation sexuelle. Enfin, ça se trouve, quelqu'un va me dire dans 10 ans qu'il y en a une autre et je serai là genre, ah bon, génial. Mais a priori, c'est la dernière, et c'est ce qu'on appelle parfois l'orientation invisible, parce que comme les gens ne cherchaient pas à être en couple avec personne, en fait, de fait, ça ne se voyait pas. Il n'y avait pas un besoin d'aller chercher de relationner avec des personnes différentes, d'avoir des couples hors normes, d'être dans la rue avec quelqu'un avec qui on est en couple. Donc c'est vrai qu'on est invisible. Et les gens ne parlent pas trop sexe, et surtout s'ils n'en veulent pas, ils n'en parlent pas puisqu'ils n'en veulent pas. Oui. Donc il y a, historiquement, maintenant on parle beaucoup de sexe, donc c'est aussi, ça rajoutait au mal-être d'être asexuel parce qu'il y avait une pression à avoir des rapports sexuels. Mais avant il y en avait pas. Donc de toute façon, les gens, ils avaient des rapports sexuels dans leur couple, mais on n'en parlait pas en dehors, ou en tout cas pas publiquement. Et sinon, ils restaient célibataires. Donc voilà, donc toutes ces raisons font qu'on n'en a pas parlé. Et en fait, c'est avec les réseaux sociaux, et c'est ce que j'explique dans le podcast, c'est que quand vraiment le moment où Google s'est créé, ça a vraiment été la puissance du moteur de recherche de Google qui a fait que plusieurs personnes ont écrit le mot asexuel, parce que ça leur semblait naturel après le travail des militantes LGBT. Ils se sont dit voilà, donc je connais l'homosexualité, je connais la bisexualité, bah moi je suis rien, je suis asexuel. Et donc il y a eu plein de personnes qui ont tapé d'elles-mêmes le mot asexuel sur le moteur de recherche, et c'est comme ça que la communauté s'est créée. Et c'est comme ça que les gens ont réalisé que leur intuition, qu'ils n'étaient pas seuls, était juste. Il y avait plein d'autres personnes comme eux, et donc voilà, c'est de là qu'est née la communauté asexuelle. Et donc bon, elle n'a que 20 ans. Donc il faut le temps qu'elle grandisse, qu'elle arrive à se faire entendre, qu'elle crée ses concepts, qu'elle arrive à bien expliquer, trouver les bonnes métaphores. Je sais que
quelque chose sur lequel on a vachement travaillé pendant l'écriture du podcast, comment bien expliquer ce qu'on ressent. Et donc voilà, trouver les bons termes pour l'expliquer, se réunir, avoir des histoires à raconter, être entendu par les médias, qu'on arrête de nous prendre pour la dernière fantaisie sexuelle, la dernière mode, être prise au sérieux, pouvoir proposer autre chose que juste je m'appelle Aline, j'ai 34 ans et je n'ai pas de rapport sexuel. Oui. Et voilà, donc ça prend du temps et c'est complètement normal, et en vrai, à vrai dire, ça va relativement rapidement grâce à Internet. Oui, c'est vrai qu'on le constate, hein, enfin, depuis l'avènement, on va dire, des réseaux sociaux, et plus particulièrement, je dirais, depuis les 5 dernières années, l'information va beaucoup plus vite, je trouve, en tout cas. Complètement. Et d'ailleurs, on en parlait un petit peu avant, mais moi je sais que je connais des personnes qui sont plus jeunes que moi, qui ont la petite vingtaine, qui ont compris qu'elles étaient asexuelles ou aromantiques dès le collège-lycée. Et là, je connais quelqu'un qui fait des formations en collège et lycée et qui me disait que les jeunes leur posaient des questions dessus. Donc c'est-à-dire que maintenant, grâce à Internet, c'est pour les jeunes, quand ils font leurs recherches, pour essayer de comprendre qui ils sont, c'est un outil qu'ils ont à disposition. Et donc ça va complètement changer leur façon de voir leur sexualité, mais ne serait-ce que de savoir, parce que ça, on le dit pas du tout en cours d'éducation sexuelle, et c'est très grave, j'en parle un peu dans mon podcast, de savoir que des personnes ne ressentent pas de désir sexuel, ou peu, ou pas tout le temps. C'est jamais Ça évoqué. permet de se créer complètement différemment vis-à-vis de son désir, en fait, et de savoir que, du coup, il n'y a pas de honte à dire j'ai pas envie ce soir, par exemple. Même si on est hétérosexuel ou homosexuel ou bisexuel, il y a des moments où on n'a pas envie. Et en fait, de savoir qu'il y a des moments où on n'a pas envie, juste le simple fait de pas avoir envie, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'avoir de bonnes raisons. On n'a pas besoin de dire j'ai mal à la tête, je sais pas, c'est le jour de mes règles. On peut juste tout simplement dire bah non, là j'ai juste pas envie. Ouais, complètement. Et ça change complètement la sexualité, de prendre ça en considération. Oui, bien sûr. Et puis c'est même très rassurant, je pense, de pouvoir évoquer ce genre de possibilités, entre guillemets, on va dire, auprès des jeunes, parce que je pense que la société est quand même hyper sexualisée. J'ai pour le coup l'impression qu'elle l'est de plus en plus. Et enfin voilà, ça pourrait créer quand même un certain équilibre et ramener les choses dans leur contexte, quoi. Je sais pas si elle est de plus en plus, en fait. Moi je trouve. Réellement, quand je repense, alors on n'est peut-être pas... Je pense qu'on a grandi à peu près au même moment, mais peut-être pas à quelques années près, ça peut faire des différences. Moi, je suis vraiment la génération American Pie. Ah oui, non, moi, moi j'ai un tout petit peu plus âgé, je pense, tu vois. Donc je l'ai pas vraiment regardé, et je l'ai pas vraiment regardé. Je l'ai regardé de loin, en fait. Tu vois, rien que la bande-annonce, je trouvais ça délirant. Moi, j'étais je crois, 6e ou 5e pour le premier. Donc j'ai fait toute la... T'as fait toute la série des American Pie. Ouais, mais tu vois, ça a vraiment marqué mon adolescence. Le moment où tu commences à construire ta sexualité, moi, c'était American Pie et Sex and the City. Donc il y avait cette idée que pour être cool, il fallait baiser, quoi. Ouais, mais complètement. Il fallait se masturber. Et je trouve que la façon dont on parle de sexualité aujourd'hui, elle est très très différente. Oui, on parle beaucoup de sexe, mais en fait, on parle toujours beaucoup de sexe depuis les années 70, quoi. Mais on en parle aussi différemment, avec plus de discussions sur les différences et sur le consentement, même si on est encore très très loin de ce qu'il faut faire. Oui. Vraiment très très loin, et notamment du fait que la liberté sexuelle, c'est aussi la liberté de pas faire, ou de pas avoir envie, ou de dire non. Mais et ça a du mal à être entendu. Hein. Ouais, complètement. Et donc aujourd'hui, tu me disais que tu avais un petit bébé, donc de 3 mois. Enfin, c'est hyper positif, ça prouve bien que asexualité ne veut pas dire renoncer à la parentalité. On est d'accord ? Tout à fait. Je saute peut-être un peu du coq à l'âne, mais à quel moment, enfin, est-ce que ça a un rapport, un lien dans ta réflexion, ce désir de parentalité, ou est-ce qu'il est, enfin, tu y as réfléchi de façon complètement indépendante ? Quel choix t'as fait par rapport à ça ? Est-ce que tu peux me parler un peu de ta parentalité ? En fait, avec le recul, je pense que j'ai toujours su que j'étais asexuelle et aromantique. Enfin, j'ai toujours su que j'allais vivre célibataire. Et ça, je m'en rends compte dans la façon dont j'ai visualisé la parentalité depuis que je suis jeune. Et c'est ce que je raconte dans ce podcast. C'était marrant parce que ça m'a vraiment poussée à revenir sur mon passé, à voir ce que j'écrivais, ce que je disais. Mais déjà, d'une part, moi, quand j'étais au lycée, je m'imaginais comment je pourrais devenir parent. Et donc parfois, j'imaginais que je couchais avec quelqu'un et que je gardais le bébé toute seule. Mais moi, je voulais, tu vois, genre, j'avais 17 ans, je me demandais si à 17 ans, je pouvais garder le bébé, quoi. C'était complètement débile. J'étais sur une autre planète, quoi. Mais je me disais, j'ai pas envie de rapport sexuel. J'imaginais qu'on me laissait un enfant, que quelqu'un mourrait me donner un enfant. Donc vraiment, j'imaginais plein de scénarios. Et il y avait rarement un homme à mes côtés.
Bon, à l'époque, je savais pas qu'on pouvait être avec une femme aussi, hein, mais Oui. et les années ont passé et en fait, cette idée, elle est toujours un petit peu restée. Et notamment, moi, je disais, j'avais dit à plusieurs personnes, on sait jamais, parfois, les gens, ils disent dans les médias qu'ils ont pas vu le temps passer. Alors moi, je disais à tout le monde, à 30 ans, si j'ai pas quelqu'un avec qui je suis en couple, je veux que vous me rappeliez que j'ai dit qu'à 30 ans, je faisais un enfant toute seule. En fait, ça a toujours été présent C'était présent. dans ma construction. Et ce qui fait que quand j'ai, voilà, à partir de mes 30 ans, effectivement, j'ai commencé à me dire, je pense une fois par an environ, genre, est-ce que là, je suis prête? Je me disais, non, je veux faire une grasse mat. Et puis, il y a un moment où j'ai réalisé que je voyais des poussettes partout, et là, ma sœur m'a dit, il y a pas plus de poussettes dans cet endroit qu'ailleurs, c'est juste toi qui veux un bébé. Je fais, t'as raison, on y va. Et donc, dans ma tête, j'avais déjà réfléchi un peu à toutes les possibilités. Je réfléchissais à l'adoption depuis que j'étais du coup au lycée. Donc je savais ce qu'il en retournait, je m'étais informée sur les enfants, sur tous les problèmes effectivement on en a un petit peu parlé avant, mais d'avoir des enfants qui ne sont pas de la même couleur que toi, Oui. Qui ne sont pas en tout cas vus d'étant un peu de la même race que toi, race sociale. Je savais que ça c'était compliqué et je trouvais que c'était pas juste pour les enfants. Je savais aussi qu'il y avait pas beaucoup d'enfants adoptables en France. Je savais que en tant que célibataire, considérée en tout cas comme étant précaire, puisque je suis journaliste indépendante, ça allait pas le faire. Donc voilà, donc je savais que l'adoption, même si c'est quelque chose dont j'avais toujours eu envie, c'était pas possible. Être famille d'accueil, c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire, mais là, à 30 ans et quelques, je me disais non, je pense pas que j'ai les épaules pour l'instant. Et du coup, il me restait deux autres options que, pareil, j'ai toujours imaginées. C'était la coparentalité ou le don de sperme. Moi qui avais pas envie d'être enceinte, je pense notamment parce que je suis non binaire. Je me suis dit il faudra peut-être le faire. C'est quand même probablement la seule façon d'avoir un enfant. Et j'ai testé les deux en fait. D'ailleurs, j'ai fait un autre podcast avant celui-ci qui était vraiment sur la réflexion sur le don de sperme qui s'appelle À la recherche du sperme parfait et dans lequel j'expliquais un petit peu mon cheminement quand tout d'un coup j'ai réalisé qu'il fallait que je trouve du sperme. Oui. Et toutes les questions que ça posait, parce que adopter un enfant, ça me posait pas de problème, qui me ressemble pas du tout. Et tout d'un coup, maintenant que j'y mettais mes gamètes, j'étais là genre tout d'un coup, je me suis vachement intéressée à ce que l'enfant me ressemble. C'était très marrant comme cheminement dans ma tête. Et puis quand on est donc j'hésitais entre coparentalité et faire seul. Et en plus, quand tu fais seul, comment tu choisis le donneur? Et moi, je pense un peu naturellement, je me suis dit je vais prendre un donneur qui me ressemble, parce que sinon je vois pas sur quel autre critère je le choisirais. Ouais, c'est clair. Et je me disais aussi, il faudrait un donneur qui me plaise, parce que je vois pas pourquoi les hétéros et les homos ils peuvent choisir un donneur qui parfois est appelé un père biologique, mais choisir du coup un donneur qui leur plaise physiquement, parce que c'est la personne avec qui ils ont choisi d'être en couple. Et moi je pourrais pas choisir, et ça me semblait un petit peu dingue. J'étais genre non, moi je veux savoir à quoi il ressemble. Je veux pouvoir, par exemple, j'aime pas les hommes virils physiquement, tu vois, genre avec des muscles et tout. J'étais genre non, je veux pas de quelqu'un avec des muscles, ça me ferait trop bizarre. Imagine j'ai un enfant de sexe masculin et il développe des muscles, et moi j'ai des muscles chez moi dans mon appartement. Comment je vais quelle va être ma relation avec cet enfant plein de muscles? Oui, je comprends complètement. Mais c'est vrai que c'est une question qui est intéressante à se poser, c'est sur quoi on se base, pour faire son choix, en fait. Et moi, en tant que journaliste, en fait, en plus, je travaille beaucoup sur les questions LGBT et surtout dans la culture, mais aussi dans la société en règle générale. Et c'est un truc que j'ai trouvé extrêmement attristant, en fait, pendant toute cette période de PMA, légifération autour de la PMA accessible à toutes les femmes, entre guillemets. C'est que on l'a abordé sous forme de débat pour ou contre, ce que ça n'aurait jamais dû être. Mais en plus, voilà, mais le fait de se concentrer sur ce débat, ça nous a empêché de réfléchir à comment se passaient les PMA. Ce que ça veut dire que le don de sperme. Comment on grandit comme ça. Et typiquement, toutes ces questions-là, sur comment est-ce qu'un couple de femmes, par exemple, ou un couple d'hommes, organise les tâches familiales, la charge parentale, l'organisation, tout ça, ça pourrait faire des sujets fascinants qui pourraient permettre de repenser la parentalité, réfléchir au don de sperme. Comment on choisit le sperme? Est-ce que c'est normal qu'en France, on n'ait pas le droit de choisir le sperme? Qu'on n'ait pas le droit de connaître le donneur? En tout cas, d'avoir vraiment une relation, ou de pouvoir choisir si on connaît le donneur ou pas. Et tous ces sujets-là, en fait, ils n'ont pas été abordés. Alors que au-delà du fait que ça soit important pour nous,
pour pouvoir obtenir les systèmes, le fonctionnement le plus intéressant pour nous et nos enfants. C'est aussi quelque chose qui pourrait nous faire avancer dans notre réflexion de la parentalité dans la société en règle générale. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis en plus de ça, la loi a été vidée de toute sa substance. Enfin, concrètement, on a gardé quelques mesures, bon, qui nous conviennent bien pour le moment, hein, mais il manque tellement de choses qui ont été balayées que on n'avait même pas la possibilité de réfléchir de façon un peu plus poussée, tu vois. Bien sûr, enfin qu'on n'ait pas à discuter de la repas, que Oui, plein mais de ça, c'est personnes LGBT énorme. ne connaissent pas la repas, Ouais, et que les personnes trans n'en soient pas, en soient qu'on soit exclu. éliminées aussi. Mmh C'est, mh. Et voilà, que la GPA n'ait même pas été évoquée, tu vois? Je veux dire, ça c'est. c'est délirant quand tu y penses en 2021 sur une loi bioéthique. Parce que ça Surtout, existe, tu vois? mais C'est oui, ça déjà existe, et présent. c'est un manque de protection, quoi. Mais Et on en revient complètement. toujours à la même chose, ce sont ceux qui souffrent, les gens vont le faire, mais Mmh. ils vont s'endetter, ils vont demander à des amis de porter leurs enfants, qui du coup seront les enfants, c'est eux qui vont en souffrir, parce que du coup il y aura pas de statut clair Mmh mh. pour la mère porteuse, donc c'est juste complètement aberrant de nier la Ouais, réalité, d'être aussi aveugle, quoi. ouais, complètement. Bah, bon, après, on pourrait, en discuter pendant Oui, 1000 ans, c'est mais pas le sujet de oui, l'épisode. oui, tout à fait, mais enfin, moi, je suis assez dépitée, je t'avoue, de tout ça. Et puis, quand tu penses qu'il faudrait attendre 10 ans pour que potentiellement Ça ils serait ouf. réfléchissent à nouveau sur de nouvelles, des choses existantes, on va dire. Bref, on en a pour quelque temps encore, hein. Le combat n'est pas fini. Non. Et alors, du coup, tu me disais, tu as essayé les deux. Donc, tu as essayé la coparentalité Ouais, et tu as essayé le don de sperme. Donc, du coup, je suppose sur une insémination artisanale? tout à fait. D'accord. En fait, j'avais considéré plusieurs amis, mais il y en avait aucun qui était essentiellement des amis LGBT. Enfin, s'il y avait peut-être des personnes hétéros, peut-être que j'aurais pu faire une coparentalité avec des personnes hétéros, mais j'en avais pas dans mon entourage. Puis Mmh mh. j'aimais bien l'idée de garder ça entre queer, Mmh mh. parce que je me sens plus à l'aise quand même avec des personnes queer sur des sujets aussi importants que la parentalité et l'éducation. Mmh mh. Et C'est plaisant de t'entendre dire ça. mais en fait, moi, si je pouvais, c'est vraiment parmi les choses que j'aurais voulu choisir chez le donneur. On en reviendra après comment j'ai choisi le donneur, mais c'est quelque chose que j'aurais voulu pouvoir choisir. Et je comprends que ça soit pas dans les indications qu'on donne, parce que ça pourrait être utilisé à l'inverse par des gens qui ne veulent pas de parents queer, Mmh mh. de donneurs Complètement. queer. Mais moi, j'avais envie d'un donneur queer, et Oui. j'ai pas pu le choisir. Mais c'est vrai que c'est discriminant et je sais pas dans quelle mesure les critères «discriminants» entre guillemets sont tolérés. Tu Voilà. me Mais diras, en la tout cas, couleur je de sais que peau est dans les, tolérée. voilà, en tout cas, dans les banques de sperme danoises, tu peux pas le choisir. Et je pense qu'il y a Ouais. aucune banque de sperme où on te permet de choisir. Peut-être il faudrait une banque de sperme spéciale, genre banque de sperme LGBT, pour rester entre nous, Ce mais serait cool ça. c'est très cool. Et en même temps, je m'en fichais un peu, parce que, quelle que soit l'orientation, c'est même pas pour que mon enfant ait de plus fortes chances d'être LGBT dans le cas où ça serait génétique, ce qu'on ne sait pas. Mmh mh. Mais c'est juste que j'aime savoir que le donneur, il me comprendrait, en fait. Oui, 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 mais tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais bref, donc en tout cas, j'avais surtout réfléchi à mes potes gays, et voilà, ils étaient pas intéressés. Finalement, c'est l'ami, un des meilleurs amis d'une très bonne amie, donc que je connaissais depuis des années sans très bien le connaître, Mmh mh. qui s'est rapproché de moi et qui m'a dit: attends, j'ai entendu dire que t'allais commencer les inséminations. Non, non, mais en fait, quand je t'ai dit ça, j'étais sérieux, quoi. Moi, ça m'intéresse. Et donc, on s'est retrouvés autour d'un, d'un plat. C'était genre juste avant le confinement, et on en a parlé. Et j'ai tout de suite aimé la façon qu'il avait de voir les choses, c'est-à-dire, bah, en fait, on sait pas, quoi. Genre, on est d'accord sur les valeurs politiques, sur notre rapport à l'argent, à la consommation, au genre et à la sexualité. Bon, bah, ça va, on verra une fois qu'on sera dans l'action, quoi. On s'adaptera au fur et à mesure. Mmh mh. Et l'autre truc que j'avais bien aimé, c'est aussi que lui, il avait été élevé en coparentalité par un père Ah. gay et une mère lesbienne, Mmh mh. grâce à une petite annonce dans le magazine LGBT, enfin LGB de l'époque, qui Oui. s'appelait Le Guêpier. Et du coup, c'était aussi très bien de voir que c'était quelqu'un qui avait vécu la coparentalité Mmh mh. personnellement, quoi. Complètement, complètement. C'est dingue. Pour énormément d'entre nous, en fait, on n'a eu aucune transmission. On a été élevés par des parents hétéros, ou en tout cas qui se pensaient hétéros. Et là, je trouvais ça absolument incroyable de penser que mon enfant, il aurait non seulement deux parents queer, mais des grands-parents queer aussi, quoi. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à remonter le mais oui. Et encore une fois, c'est pas parce que je veux que mon enfant soit queer à tout prix,
Même si je pense que vu comment les choses évoluent pour les jeunes d'aujourd'hui, je pense que la génération de mon bébé, à mon avis, il y aura beaucoup de jeunes queer, surtout s'ils ont été élevés dans ce milieu. Mais c'est voilà, c'est surtout une transmission, une compréhension, une façon de voir le monde. Encore une fois, on n'est pas que on n'est pas du sexe, on n'est pas que nos sexualités comme certains le disent. Et en tant qu'asexuel, je suis très bien placée pour le savoir. Oui. on est aussi notre façon de se construire vis-à-vis du monde et de voir le monde, nos références culturelles, tout ça quoi. Et pour finir sur cette fameuse histoire de coparentalité, on a fait pendant 4 cycles, donc j'ai fait les petits tests de fertilité, d'ovulation avec le petit stick là. Et voilà, je pense que dans ce podcast tout le monde sait à peu près comment ça se fait, mais la petite pipette de Doliprane. La petite pipette, le petit verre, et on remet la pipette. Voilà. Et alors du coup, est-ce que ça a fonctionné, enfin parce que le suspense est quand même intense. Est-ce que ça a fonctionné sur ces essais-là? Est-ce que ton petit bout il est issu d'une coparentalité du coup? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que le fait de réfléchir à mon cycle d'ovulation, ça fait que je pense que j'ai pas du tout ovulé comme habituellement. Et en fait, à chaque fois quand je voyais mes règles, j'étais là genre mais pourtant j'avais pissé sur le petit bâtonnet, mais je m'étais complètement plantée. Puisque avec le recul, pour ceux qui savent pas, celles et ceux surtout qui savent pas, on regarde le jour des règles et on sait que 14 jours avant, c'était le moment d'ovulation. Et donc à chaque fois, j'étais pas dans la bonne fenêtre. Donc en fait, toutes les pipettes sont atterries au mauvais moment, quoi. D'accord. Ça aurait pu fonctionner quand même, mais dans notre cas, en tout cas, ça a pas fonctionné. Et à la limite, c'est peut-être pas plus mal, parce que lui, au bout d'un moment, il a dit non, mais en fait, je réalise que c'est là que c'est hyper intéressant. C'est que j'avais envie de reproduire le schéma de mes parents en me disant je vais avoir un enfant seul et puis après je trouverai quelqu'un avec qui être en couple. Et que lui finalement il s'est dit mais en fait je pourrais très bien être en couple et avoir un enfant après, et je pense que je préférais ça. Ça l'a poussé dans sa réflexion. Voilà, mais c'est marrant à quel point on copie nos modèles familiaux même quand on est queer en fait. Oui, complètement. Donc ton petit bout n'est pas issu de ces 4 essais, il s'est désisté après. Et donc toi, t'as dû mener une réflexion ou partir sur ta deuxième option, qui était peut-être ta première finalement. En fait, j'avais pas vraiment de priorité sur ces options. Je trouvais que les deux étaient aussi bien parce que je voyais des avantages aux deux. Et en fait, donc comme j'avais vu que j'avais pas de potes qui faisaient coparentalité, je me suis dit bon bah ça règle le problème. Je m'étais rapprochée d'une médecin pour faire une insémination, une PMA, et lui à ce moment-là m'a dit non, attends avant de faire ta PMA. Donc on a fait ça, et puis du coup après je me suis dit bon bah je repars sur ma PMA. Oui, t'es revenue, ouais. J'avais pas vraiment de préférence, même sur la PMA en fait. Et je dis PMA, mais en fait je saurais dire insémination avec donneur, parce que je voulais pas faire quelque chose de médicalisé idéalement au début, avant de comprendre que c'était très compliqué en fait de trouver le bon moment pour injecter du sperme quoi. Ah oui, c'est sûr. Bah, du coup, tu t'en es rendu compte en pratiquant. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivée et que j'ai repris cette idée d'insémination avec don de sperme, je me suis dit, ouais, finalement, en fait, c'est pas plus mal d'avoir des médecins qui vont m'aider. Et sur ça, c'est aussi ce dont je parle dans mon podcast À la recherche du sperme parfait. C'est, j'avais considéré à la fois donc des donneurs, et là j'avais enfin pour moi c'était un donneur anonyme que l'enfant ne connaîtrait pas, ou alors un donneur qui serait dans mon entourage. Et donc j'avais déjà un ami avec lequel j'avais réfléchi, mais il se trouve qu'il n'était pas en France. Donc là aussi, la logistique a fait que le choix s'est fait plus facilement. Sinon, je me serais vraiment demandé, est-ce que je le prends? On en avait discuté, il aurait eu un rôle de parrain, mais en plus on n'habite pas dans les mêmes pays, donc comme ça aurait été un positionnement assez clair, quoi. Assez clair, ouais, clairement. Voilà, moi j'avais pas vraiment de préférence sur tout ça. Mais je sais aussi parce que je le sais parce que je me suis informée, je le sais parce que ça me semblait naturel, et je le sais parce que j'ai interviewé des professionnels de notamment des pédopsies, etc. Donc dans le cadre de mon travail, qu'il n'y a pas une solution qui est mieux pour les enfants qu'une autre. Oui. Il n'y a pas un don de sperme, il n'y a pas une façon, quoi, un type de don, un rapport avec le donneur qui est mieux qu'une autre pour les enfants. Enfin, il n'y a aucune étude qui l'a prouvé. Il n'y a aucun les psys qui sont spécialisés de ça, qui suivent des enfants issus de dons de sperme ou de parentalité queer, il y en a aucun en fait qui voit une différence notable. Donc moi du coup ça m'a un peu apaisée. Je me disais en fait le plus important c'est que ça soit ceux avec quoi moi je me sens bien. Oui, complètement. Que je puisse bien expliquer à mon enfanto. Je pense que c'est le seul truc qui est important en fait pour que ça soit bien pour l'enfant.
Mais tu vois, je t'avoue que je me serais pas posé la question de savoir si la méthode pouvait avoir une influence sur le bien-être de l'enfant. C'est pas quelque chose qui m'a effleuré du tout. Ah ouais, bah voilà, bah, un peu Ouais, pareil que non, moi, quoi, en fait, au ouais, final. ouais, c'est ça. Alors que finalement, maintenant que tu le dis et que tu le poses, je me dis ah oui, peut-être que ça vaut le coup d'y réfléchir. Bon, en tout cas, tu as des réponses de pédopsie, donc c'est rassurant. Mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'était évident, par exemple, qui voulaient porter un enfant. Et du coup, il y avait ce côté évident. Ou si on est en couple, on va peut-être moins se porter vers la coparentalité. Enfin, ça dépend aussi du rapport qu'on a avec la dynamique homme-femme, avec ses propres modèles père-mère dans sa famille. Et moi, j'avais vraiment pas de préférence, alors que quand j'ai fait mon podcast du coup sur le don de sperme, j'ai vu qu'il y avait des couples, surtout interroger des couples de femmes, et j'ai vu qu'il y avait des personnes pour qui c'était une évidence. Au moins une personne pour qui c'était genre, bah moi je sais que je veux ça, je veux ci, je veux qu'on connaisse le donneur, je veux pas qu'on connaisse le donneur, je veux que ça soit un pote. Il y a des gens pour qui c'est des évidences, et moi je n'avais pas d'évidence. Ouais. Et donc tu t'es tournée vers des professionnels de santé. T'as trouvé facilement quelqu'un pour t'accompagner donc du coup c'était une PMA mais en cabinet? Ouais, voilà. La seule chose en fait dont moi je savais, c'est que si c'était une insémination avec un peu du personnel médical, en fait tout court, j'avais juste pas envie de partir à l'étranger. C'était inacceptable pour moi d'aller à l'étranger. Ouais, ça À je la comprends. fois pour des raisons je suis fainéante, j'aime pas, j'adore voyager, mais j'aime pas voyager par obligation, mais aussi donc par confort et aussi par principe. Je vois pas pourquoi est-ce que je devrais partir de mon pays. Ça me C'est semble sûr. d'une injustice totale. Je suis citoyenne française. Je dois pouvoir, et même si je l'étais pas, je veux dire, j'habite en France, et je dois pouvoir faire un enfant là où j'en ai envie, et créer ma famille là où j'en ai envie, là où je suis en fait, là où je me sens bien. Donc ça, pour moi, c'était hyper important de le faire en France, et comme on pouvait plus le faire, en plus, avant d'avoir essayé du coup avec la coparentalité, je m'étais demandé si je pouvais le faire moi toute seule chez moi, et donc c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait plus faire envoyer les dons de sperme, Ouais, les paillettes chez les soi. paillettes chez soi, et donc du coup je savais qu'il fallait que je passe par des professionnels de santé. J'ai d'abord j'ai vu une première médecin qui m'a été conseillée par des potes, par un couple de femmes, qui m'a pas particulièrement séduite. Et bon, et après j'ai eu la coparentalité, donc après voilà, ça a été la petite déception de plus faire la coparentalité, ça a surtout été de devoir tout recommencer logistiquement. Oui. Donc retrouver des médecins, prendre le premier rendez-vous. La première, par exemple, médecin que j'avais vue, elle avait une liste d'attente. Donc Ah j'avais oui, dû d'accord. attendre, je sais pas, presque 2 mois avant d'avoir mon premier rendez-vous. Je D'accord. me disais, oh là là, il va falloir attendre et tout ça. Et en fait, j'ai appelé Cryos, qui est la banque de sperme, et j'ai juste dit, voilà, ils ont des listings de médecins, en fait, qui reçoivent le sperme. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le médecin qui était à 15 minutes à pied de chez moi. Excellent. Donc, et Au coin de la rue. qui était en plus adorable. Genre vraiment quelqu'un de super. Donc, j'ai fait avec lui, j'ai fait une fausse couche. Enfin, j'ai fait un essai qui a pas donné, une fausse couche. Et donc après, il a fallu que je recommence. Et là, lui est tombé malade. Enfin, il était malade. Donc, du coup, j'ai dû changer de médecin. Et là, pareil, je me suis dit, oh, faut retrouver un nouveau médecin. J'en ai retrouvé un qui était un peu plus loin, qui se trouve, ils étaient copains. C'est deux médecins. Je pense que c'est le genre de médecin qui faisait des avortements illégaux, quoi. Qui font D'accord. ça par principe. J'ai un peu parlé d'ailleurs avec le deuxième médecin, et lui il me disait, ça fait 30 ans que j'aide les femmes en couple lesbien Ah et ouais, 30 ans. célibataire, quoi, parce que c'est une question de principe, c'est une Oui. question d'égalité. C'est pour lui, c'était de la justice sociale, quoi. Ah, c'est Et, génial. donc, je trouve vraiment que d'avoir eu ces médecins avec cette vision, et je sais qu'il y a eu plein de mauvaises expériences. Oui. Si je me trompe pas, t'en as parlé, je crois bien. Oui. Mais Mais il y a aussi des bonnes expériences. ouais, voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là aussi, moi, où je t'ai écrit, je t'ai dit genre, je voulais te dire quand même que il y a des super expériences. Si tu savais le nombre de messages que j'ai eu suite à cet épisode me disant qu'il y avait de bonnes expériences, mais j'ai jamais reçu autant de messages suite à Ah un ouais, épisode. Mais je le sais qu'il y en a des bonnes. Mais je voulais surtout alerter sur le fait qu'il fallait ouais. clairement suivre son instinct. Et moi, du coup, je fais partie d'un groupe, en plus d'être membre de la PGL, d'avoir été dans les groupes de discussion, etc. En plus de tout ça, je suis dans un groupe Facebook pour les mères célibataires qui s'appelle Mam en solo, dans lequel, du coup, on discute du fait de vouloir devenir mère célibataire. Et effectivement, j'entends, il y a les mêmes problématiques que pour nous. Je veux dire, pour nous, personnes queer,
dans le cas où les personnes sont en couple, parce que il y a le regard de la société, parce que il y a c'est passé. Il y a le regard il y a le regard de la société, il y a les obstacles logistiques pour avoir des enfants. Le seul truc qu'il y a pas, c'est le problème d'adoption, quoi. Oui, voilà. Et donc, dans ces groupes, effectivement, j'ai aussi vu des personnes où j'ai découvert, parce que moi j'ai eu tellement de bonnes expériences que je savais même pas en fait que c'était possible, qui ont découvert des gens qui demandaient des bakchiches sous la table, qui étaient pas pros. Après, moi personnellement, pendant tout mon parcours, j'ai vérifié les avis sur chaque personne que je suis allée voir, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, la doula, la sage-femme, tout ça. J'ai regardé les commentaires et j'ai prévenu de ma situation en amont s'il y avait une création, une relation à créer. J'ai dit, voilà, je suis non-binaire, je suis célibataire, j'ai peut-être pas dit que j'étais asexuelle ou romantique parce que ça ne les regarde pas, quoi. Ouais, complètement. Et je voulais être sûre d'avoir quelqu'un qui serait capable de gérer quelqu'un qui a fait mon choix, quoi. Un parcours PMA déjà, enfin PMA, mon choix de parcours PMA et mon identité notamment de personne queer non binaire. Et tu as trouvé du coup du personnel, je t'entendais dire ta sage-femme, ta doula. Est-ce qu'elles ont été ouvertes et surtout inclusives dans leur accompagnement? C'est intéressant parce que moi, en fait, je trouve ça... mais on voit toujours la société par ses propres yeux. Donc moi, je trouve ça tellement normal d'avoir un enfant seul ou en couple de femmes que moi, j'ai tendance à penser à chaque fois qu'il doit y en avoir plein, surtout que j'habite à Paris, donc il doit y en avoir plein. Et en fait, quand je parlais par exemple avec ma sage-femme, elle me disait qu'elle avait pas mal de couples de femmes parce qu'elle est recommandée par justement une des médecins que j'avais vue, qui du coup lui envoyait des personnes. Mais elle me disait c'est peut-être le quartier parce que c'est pas un quartier qui est très c'est pas le 20e, quoi, c'est pas un quartier où il y a plein de couples lesbiens, mais que finalement on avait un nombre relativement normal, quoi, et que des personnes célibataires, elle en avait presque pas. D'accord. Alors encore une fois, c'est un quartier qui est un petit peu cher. Enfin moi du coup je suis descendue plus vers le centre pour aller la voir plutôt que d'aller plus vers l'extérieur de Paris où les loyers sont moins chers, parce que je cherchais une sage-femme qui puisse m'accompagner sur un accouchement physio. Donc voilà, mettre tout ça a fait que ça, effectivement, le nombre de sages-femmes, et puis plein de sages-femmes qui avaient déménagé. Ah oui. C'était hallucinant, genre une sage-femme sur deux que j'appelais, elle avait déménagé, elle était en train de déménager, elle pourrait pas me suivre pendant tout le parcours. J'étais genre, c'est fou. Les sages-femmes sont comme tout le monde et en ont marre des loyers chers de Paris et veulent trouver un peu plus de soleil et d'espace ailleurs. Clairement. Mais donc voilà, mais en revanche, ma doula, donc ma sage-femme s'appelle Fanny Deviette, V-I-E-T-H, donc que je recommande. En tout cas, on a du coup depuis beaucoup parlé et j'ai su que c'était la bonne parce que dès la première fois, elle a fait attention à se reprendre et à ne pas dire le mot maman en parlant de moi, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et ma doula s'appelle Mariana Romanelli. Et elle, pareil, je lui ai envoyé, en fait, j'avais regardé les différentes doulas et je lui avais écrit un message en disant, j'avais regardé en fait tous les profils de doula que je trouvais, c'était pas si facile que ça, il y a pas un annuaire très clair, et je regardais s'il y avait pas Sacré Féminin, je l'ai contacté. Parce que moi qui suis non-binaire, j'étais genre, c'est hors de question qu'on me sorte encore un truc comme j'ai pu l'entendre, disons que c'est notre rôle de femme d'avoir des enfants et que l'enfant sort pour aller à la rencontre du père. J'étais là genre, non, je veux pas tout ce délire-là. Et donc je l'ai contactée et elle a tout de suite, on s'est eu au téléphone, elle m'a dit, ça m'a vachement parlé ce que tu m'as dit sur la non-binarité. Et voilà. Et donc elle effectivement, elle suit parfois des personnes queer et des personnes célibataires. Et donc ça, je trouve ça aussi hyper cool. Donc sachez que si vous voulez accoucher et être accompagné, pour l'accouchement ou avant ou après, il y a des personnes maintenant en France qui sont soit bienveillantes, soit équipées et formées pour accompagner des personnes queer. Et quand je dis queer, c'est vraiment autant dans l'orientation sexuelle et romantique que les identités de genre. Et c'est vrai que moi, ça m'avait pas mal stressé. Là, c'est plutôt le côté non-binaire. Tout ce parcours, j'avais peur de pas me reconnaître enceinte, de pas me reconnaître avec le regard que les gens poseraient sur moi, en fait, en tant que femme. Finalement, ça s'est hyper bien passé grâce à tous les gens que j'ai croisés sur mon chemin. Pas tous, hein, parce qu'il y a certaines personnes où je dis genre bye bye. Oui, mais voilà, t'as su en fait trier et choisir les personnes qui t'accompagneraient et qui te ressemblaient en fait, ou qui. Ouais, c'est aussi un luxe parce que je suis à Paris.
très clairement. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'était essentiel. Et il y a suffisamment de gens qui sont pleines de bienveillance, et j'en parle encore avec ma sage-femme pendant qu'elle est sa main dans ma fouf, hein, en train de m'aider à me reformer le périnée. Et elle semblait surprise, en fait, que je lui pose tant de questions, parce que ça lui semblait normal, en fait, d'accompagner des couples de femmes ou des personnes célibataires. Et je lui dis, mais en fait, tu te rends pas compte à quel point ça l'est pas. Pour plein de personnes, c'est pas naturel. Et il y a plein de personnes avec qui on ne se sent pas à l'aise. Elle me dit, mais c'est pas à moi de juger. Je fais ça, on est d'accord. Mais il y a plein de gens pour qui ce n'est pas le cas. C'est ça. C'est vrai que c'est difficile. Alors, moi, c'est pareil, j'ai souvent rencontré des professionnels de santé qui étaient plutôt très bienveillants, très accompagnants, très inclusifs, voilà. Ou qui étaient curieux, donc qui étaient complètement ouverts à découvrir. Ouais, et qui essayent de faire de parler correctement. Qui s'inquiètent des mots qu'ils utilisent. Ça, c'est important. Complètement. Et c'est vrai que il faut quand même ne pas oublier que c'est pas évident pour tout le monde. C'est même loin d'être évident. Après, moi, parfois, ça me choquait un petit peu l'impression que vraiment rien n'était pensé pour moi. Et c'est ce que je dis souvent. Moi, je fais ça par choix. Plutôt que par choix, je fais ça par envie. Je vais dans cette parentalité célibataire, dans cette parentalité hors du couple, parce que j'en ai envie, parce que c'est quelque chose que je marine depuis que je suis adolescente. Mais je me dis, et je suis très bien dans ma peau, et je suis arrivée au moment de ma vie vraiment où je suis hyper à l'aise avec toutes mes identités. Mais je me dis que quelqu'un pour qui c'est pas désiré, soit parce que c'est par dépit, parce qu'elle a pas trouvé la bonne personne, soit parce que la personne avec qui elle était est partie pendant la grossesse, par exemple, ce qui arrive malheureusement trop souvent. Vivre sa grossesse quand tous les livres, tous les sites internet, tout parle d'un couple hétéro. Tous les sites parlent de l'importance d'impliquer le papa. Et d'ailleurs, le terme même de papa, je trouvais assez infantilisant, et dit beaucoup aussi sur la façon dont on essaye de créer du sentimental sur ces rôles. Je trouve que c'est hyper violent. Et en fait, le fait que même les formations, les formulaires quand on s'inscrit à la maternité, même quand on va dans une maternité aussi ouverte et progressiste, par exemple, que celle où j'étais, qui est celle des Bluets. Enfin, vraiment tout sur le schéma, en fait. On se voit quand même renvoyer à l'image le fait qu'on est dans une famille hors norme, et peut-être plus encore quand on est célibataire que quand on est en couple homo. Et ça peut être d'une grande violence, je trouve. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est hyper important de se reconnaître dans le témoignage des gens. Donc, dans la plupart des livres de maternité, de parentalité, c'est compliqué hein, quand t'as rien qui te ressemble. C'est vraiment dur. Tu vois, je me rappelle un livre. En fait, il y a plusieurs trucs que j'ai écoutés de personnes féministes. Je me rappelle d'un podcast et d'un livre où les personnes se disaient très féministes, ouvertes, etc. Mais pour elles, on n'était qu'un petit encadré. Et du coup, il y a un livre que j'adore qui est très féministe, qui est vraiment un livre, c'est sur la parentalité féministe, la grossesse féministe, quand on est féministe. Et il y avait effectivement un encadré. Alors, je sais plus si c'était un encadré sur les familles homo, ou je crois que c'était sur le fait d'être célibataire. Et j'étais là, genre, mais en fait, on n'est pas un encadré. Tu peux pas nous mettre dans un encadré et expliquer, ouais, ça arrive, et tout le reste parler des deux parents. Ouais. C'est pas possible, en fait. Et pareil, il y avait une nana dans un podcast, je crois que c'était ça, elle parlait tout le temps elle se trouvait hyper cool de dire que c'était le père ou la mère ou les deux parents, et c'était comme si c'était un impensé pour elle qu'on puisse être célibataire. Mais en fait, tu peux pas te dire féministe, tu peux pas te dire ouverte à d'autres formes de parentalité, inclusive plutôt que féministe d'ailleurs, si tu nous intègres pas. Nous, qu'on l'ait voulu ou pas voulu, en fait. Que ça soit subi ou choisi. Complètement. Et encore une fois, c'est aussi une sorte de classisme. Parce que autant de vouloir être célibataire, parent célibataire, ça demande clairement plus de moyens financiers ou plus de sacrifices financiers que quand c'est d'un couple. Mais en revanche, se faire abandonner par son partenaire, notamment, c'est généralement quelque chose qui se passe plutôt dans des situations qui peuvent amener à de la précarité et qui peuvent avoir lieu aussi dans des milieux où il y a moins d'argent. Et donc il y a une sorte de classisme aussi de penser que toutes les familles sont des familles avec deux parents. Oui, complètement. Et c'est vrai que après je peux concevoir que ce soit pas instinctif, tu vois, que dans la façon en 2021 quoi, genre
Je suis d'accord avec toi, je peux pas te dire le contraire. Enfin, des femmes seules, je veux dire, ça existe depuis la nuit des temps. Une fois, quelqu'un Twitter m'avait dit, ah, vous êtes une mère-fille. J'étais là, genre, what? Mère-fille, Et, attends, ça date de quand cette expression? exactement, j'étais là, genre, mais n'importe quoi, quoi. Enfin, tu vois bien que je suis pas une mère-fille. Je suis pas tombée enceinte à 15 ans, de toute façon, donc, mais je veux dire, ce terme de mère-fille, si vous l'avez aussi autant en tête, c'est que c'est une réalité, en fait, de Oui. tous les temps. Il y a eu des personnes, des femmes qui ont eu des enfants seules de tout temps, qu'elles l'aient choisi ou pas, en fait. Mais il y a aussi des femmes seules, probablement, qui ont demandé à leurs potes de leur fille de baiser avec elles pour qu'elles puissent avoir des bébés. Enfin, tout ça existe depuis toujours. C'est pas comme si on n'était pas au courant. Bien sûr, bien sûr. On le C'est sait. encore Enfin, quelque chose qu'on nie, mais... combien il y a de fictions dans lesquelles il y a des mères célibataires, par choix ou pas par choix. Mm. Donc, quand les gens me disent, ah, bah, j'y avais pas pensé, je dis, bah, juste fais de l'empathie, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça. la personne, c'est des limites, quoi. C'est sûr que je pense qu'au bout d'un moment, tu dois juste en avoir ras-le-bol, quoi. Et puis, on est en pleine PMA. Enfin, ça a duré combien de temps, 2013? Ouais. Pendant 8 ans, nous a parlé de PMA pour les femmes seules et les femmes en couple, et les gens sont là, genre, ah oui, vous avez raison, ça existe. Genre, vous avez pas allumé la télé? La radio? On ne parle que de ça depuis 8 ans. Oui, effectivement, on existe, hein. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, vu le nombre de demandes qu'il y a maintenant qu'ils ont ouvert, ils ont l'air surpris, le gouvernement, genre, oh, on pensait pas qu'il y aurait autant de demandes. Et on vous en parle depuis combien de temps? Non, mais enfin, ils font les surpris, hein, mais moi... Mais bien sûr qu'ils ouais. sont pas surpris, ils s'en foutent, c'est tout. C'est ça, c'est exactement ça. Je profite d'être dans un podcast entre nous pour du coup montrer le côté un peu plus militant que moi, que je ne montre pas nécessairement dans d'autres interviews. Tu as bien raison. Et on n'a pas parlé de tes proches et enfin, les as évoqués, hein, mais comment toi tu as expliqué à tes proches ton asexualité, ton aromantisme, parce que bon, il a fallu que toi tu fasses le chemin de comprendre, mais eux ils ont dû découvrir aussi, je suppose. Comment ça s'est passé pour toi et pour vous? Ah ouais, en fait, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'en ai pas parlé, c'est que ça a plus ou moins été un non-sujet. D'accord. Dans le sens où moi je suis quelqu'un d'assez bavarde, comme ça peut s'entendre à l'heure actuelle. Et comme on peut le voir par le nombre de podcasts que je fais sur ma vie, sur ma sexualité, qui parlent facilement de ces choses-là. Justement parce qu'aussi j'ai pas d'attachement, je pense. C'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose d'intime. Je suis genre, bah, non, c'est juste du sexe, c'est un truc biologique, je comprends pas. Et donc, en fait, moi, j'ai tous mes potes proches, en fait, j'ai parlé de sexe avec pratiquement tout le monde. J'ai parlé de mon cheminement avec tous mes potes proches. Et donc, du coup, mes potes, quand j'ai compris le terme asexualité et quand j'ai fini par l'accepter, bah, ça semblait évident, enfin, pour tout le monde, ça semblait évident. Plus ou moins, je veux dire, autant que pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait plein de questions. Mais les gens, ils étaient là, genre, bah oui, en fait, c'est, clairement, t'as jamais eu envie de sexuellement de quelqu'un, donc, ça semble être logique pour toi, quoi. Oui. Après, il y a eu plein de questions. Le nombre de discussions qu'on a eues les premières années avec mes potes à parler de sexe, d'attraction, qu'est-ce que ça voulait dire. Ça nous a vraiment occupé beaucoup de soirées. Mais c'était pas en mode genre, là non, tu peux pas l'être. C'était genre, waouh, alors ça veut dire quoi? Ça fonctionne comment? Et pour mes parents, en fait, je leur ai dit au début, j'avais pas particulièrement prévu de leur dire. Ils savaient que j'étais pas hétéro, que j'avais déjà été en couple avec des femmes. Je me suis dit bon, c'est pas vraiment leurs affaires. Et puis en fait, comme j'ai commencé à en parler publiquement, ça s'est un peu imposé. Puis même en fait, c'est venu naturellement dans une conversation. Et un peu, finalement, c'est la même chose, même s'ils sont encore moins éduqués à tous ces sujets, puisque ce sont des sexagénaires hétéros. Ouais, enfin, c'était logique. J'avais été en couple, je crois, en tout dans ma vie 4 fois, et c'était des couples qui ont eu entre 1 mois et 3 mois de longévité. Donc, sans crush, du coup, tu disais. Ouais, enfin, moi, pour le coup, autant moi, je parle beaucoup de ma vie, autant mes parents parlent pas beaucoup de leur... pour eux, c'est assez personnel, tout ce qui est sexe et sentiments. Donc, c'est vrai que moi, je leur en ai pas trop parlé, donc je leur ai pas dit que j'avais pas de crush ou que je ressentais pas d'attraction sexuelle, mais le fait est que je leur parlais de personne et que j'amenais personne à la maison, alors que ma sœur, elle en parlait. Elle racontait, voilà, il y avait des moments où elle arrivait plus à manger parce qu'elle était trop amoureuse et tout ça. Donc, enfin, je pense que finalement, même si mes parents m'en parlaient pas, ils avaient compris, quoi. Oui. Ils avaient compris que j'allais être célibataire. Je pense que ma mère était un peu inquiète quand même. Elle en parlait un petit peu à ses copains et copines. Genre, qu'est-ce qui va se passer pour Aline? En tout cas, moi, elle m'en parlait jamais. Donc, j'ai jamais ressenti de pression de sa part. Ce qui est pas le cas de toutes les personnes asexuelles. Hein. Je connais des gens dont les parents ont été assez des speed dans la dating. compréhension.
Non, mais t'entends des trucs, genre, j'ai une amie qui me disait asexuelle, qui me disait que sa mère lui disait « Non, mais il a l'air sympa, il a l'air sympa, pourquoi tu veux pas de lui? Mais force-toi un peu, t'es Oh. adolescente. » Donc voilà, donc moi ça s'est bien passé dans le sens où voilà, les gens avaient plein de questions, mais ça leur semblait totalement cohérent avec qui j'étais et avec mon parcours. Donc et pareil pour du coup le projet d'avoir un enfant seul. Enfin, je me rappelle même pas en fait l'avoir annoncé à des gens. D'accord. Oui, c'était vraiment un non-sujet, quoi. Ouais, je sais que le moment où j'ai décidé que là c'était le moment, je pense que je me rappelle avoir contacté mes potes qui étaient j'avais une amie qui était en couple lesbien, donc je l'ai contactée, et d'autres amis qui avaient des enfants, pour voir la faisabilité. Mais en fait, c'était pour me rassurer, parce que je pense que même si on m'avait dit que c'était infaisable, je l'aurais fait quand même. Donc c'était On trouve vraiment... des solutions. Ouais, voilà. C'était vraiment pour... Et en plus, mon couple d'amis lesbiens, ils gagnaient pas bien leur vie. Et bon, résultat, elles ont déménagé hors de Paris. Mais voilà, ce qui prouve que même sans thune, en fait, on peut y arriver. Et puis en plus, moi j'ai la chance d'avoir une mère qui gagne plutôt bien sa vie, et donc je savais qu'en termes de soutien financier, en fait, jamais elle me laisserait dans la merde, quoi. Moi j'ai pas envie d'avoir besoin d'elle, mais si jamais j'aurais Ouais, t'as ce voilà, confort-là de savoir que tu peux compter sur elle. exactement. D'accord. Et alors du coup, l'arrivée de ton petit chou? C'est génial. Ouais, je crois que mon petit chou est très 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 heureux. Genre c'est vraiment un bébé très joyeux, pas du tout stressé, qui dort hyper bien. Genre j'ai vraiment chopé la perle rare. Donc et j'ai conscience aussi, c'est marrant, maintenant je vois mes 3 premiers mois, j'ai conscience d'être ultra privilégiée en fait, Oui. parce que surtout quand on est célibataire, et qu'en plus moi j'ai travaillé très tôt parce que j'avais la promotion de mon podcast et d'un livre que j'ai écrit. Donc dès la 3e semaine j'étais en promo après la naissance. Waouh. J'étais aussi en préparation de promo avant l'accouchement, en prévision. Donc vraiment 2 jours avant l'accouchement, je faisais un photoshoot. Oh là là. C'est du coup la photo qu'on voit sur la Oui. vignette Free du from podcast, design. c'est à 2 jours d'accoucher. D'accord. Ouais, elle est chouette cette photo, franchement, elle est chouette. Peut-être un peu plus, mais pas loin. Mais j'ai la chance d'avoir un bébé, à part les 3 premières semaines qui sont où je flippais, quoi. J'étais là genre mais c'est normal, mais comment ça va se passer? J'étais fatiguée, je pissais le sang, je pissais tout court. J'avais une infection pas urinaire, enfin j'avais je sais pas, qu'on n'a pas réussi à me soigner tout de suite. Donc c'était un peu un sketch, quoi. Genre, enfin c'est pas du tout un sketch, c'est juste la réalité, quoi. Mais j'étais genre fatiguée et j'avais peur, et mon corps physiquement était pas bien. Mais après, depuis ça se passe très bien. Mais en fait, je dis l'avantage, je suis consciente à la fois qu'il y a une partie de chance et de privilège, et une partie aussi de ce que moi j'ai fait en préparation, ou juste parce que c'est comme ça aussi que je conçois ma vie. C'est ce que j'explique beaucoup dans le podcast, parce que la fin du podcast, c'est vraiment, il y a 3 épisodes sur le couple, sur l'amitié et sur faire famille. Et j'y explique qu'en fait, je pense que je sais inconsciemment depuis tellement longtemps que je suis faite pour être célibataire, que j'ai organisé ma vie autour de ça, pour que ça soit agréable. Et donc moi, dès le début de mon projet, j'ai impliqué mes amis. Je leur ai parlé de mes questionnements. J'ai vraiment laissé de la place. C'est une expression que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'elle illustre bien ce que j'ai voulu faire. C'était vraiment de laisser de la place à mes amis. J'ai une amie qui m'a demandé d'être la marraine avant même que je fasse la première insémination. J'ai des amis à qui je posais plein de questions. Et donc en fait, tout le long de ma grossesse, les gens étaient hyper impliqués. Je pense à la fois parce que c'est une grossesse atypique, parce que déjà il n'y a pas tant de gens autour de soi en règle générale qui sont queer ou célibataires ou en couple homo qui ont des enfants. Enfin, ça arrive pas si souvent que ça. Et puis en plus le fait que ça soit un peu tout, quoi. Je suis asexuelle, je suis queer, je suis non binaire, je colle vraiment toutes les cases de la grossesse un peu chelou. Et donc j'ai été hyper accompagnée pendant ma grossesse par tous mes amis hyper présents, et il s'est passé exactement la même chose à l'accouchement. Ma mère était hyper présente, ma sœur aussi. Elle maintenant elle le fait un peu moins fréquemment, mais je dirais qu'au début de la grossesse, au début de la vie du bébé, elle venait passer 1 à 2 nuits par semaine chez moi. Oui. J'aurais pu faire sans, bien évidemment. C'est important, je le dis, parce on n'a pas besoin d'avoir une famille proche à côté de soi. Déjà on peut aller, si sa famille est loin,
On peut aller chez sa famille pendant quelques semaines parce que c'est vraiment les 3 premières semaines qui sont les plus difficiles. Et une fois qu'on s'est remis physiquement, ça va mieux quand même. Mais on peut aussi faire appel à des amis. Et moi, il se trouve que moi, ma sœur, c'est genre ma meilleure amie. Ça fait un peu niais, mais c'est à peu près ça. Donc c'est elle qui est venue passer des nuits chez moi et tout ça. Mais sinon, le reste du temps, en fait, puis la nuit, en fait, j'avais pas non plus particulièrement besoin d'elle. C'était un plus, quoi. Mais la journée, j'avais de l'aide de tous les côtés. Et c'était même pas nécessairement de l'aide. Enfin, c'était de l'aide, mais c'était aussi des gens qui voulaient être là. Oui. Pour moi, mais aussi pour le bébé, pour avoir un lien avec le bébé. Donc il y a la marraine du bébé qui était aussi hyper présente, qui venait la journée. Il se trouvait qu'elle était entre 2 boulots. Donc elle était là, mais j'aurais été frustrée de pas pouvoir être là plus souvent, quoi. Oui, bah Donc, oui. il y avait ça, il y avait tous les amis qui venaient me rendre visite. Du coup, je disais bien à tout le monde, mais les gens, ça leur venait un peu naturellement. Vous venez avec de la bouffe. Ils me disaient, bah attends, tu veux que je te sorte tes poubelles? Je peux faire ci, je peux faire ça. Donc vraiment, le premier mois, voire un peu plus, il y avait, enfin, genre limite, j'étais contente quand j'avais une journée toute seule à la maison. Tellement j'avais des gens qui venaient avec des cadeaux, avec de la bouffe, avec va faire une sieste, je te garde le bébé, tu te sens pas bien, j'arrive, t'as de la fièvre, va te reposer. Enfin, c'était vraiment hyper beau en fait de voir l'implication de toutes ces personnes, et c'était quelque chose que j'avais demandé, et je suis ravie de voir, et ça continue toujours à l'heure actuelle, de voir autant de gens qui sont impliqués dans la vie de ce bébé. Ouais, mais c'est chouette d'avoir aussi osé demander et accepter que l'on vienne t'aider. Ouais, et Tu as je pense que laissé, c'est comme tu vraiment dis, la tu as clé, laissé la quoi. place. Ouais. Mais C'est hyper important. même les couples, en fait, devraient plus faire ça. Bien sûr, bien sûr. C'est une aberration, et j'en parle un petit peu dans mon travail en règle générale, c'est une aberration de croire que une famille, c'est un couple hétéro ou un couple tout court. Ça n'a pas été ça dans l'histoire, ça n'est pas ça dans la réalité du reste du monde, ça n'a pas de sens. C'est le Ouais. capitalisme qui essaie de nous faire croire ça nous affaiblit, ça nous rend dépendants, mais en fait, de tout le système qui est autour de nous. Et je suis pas là en train de faire un grand discours d'anticapitaliste communiste, c'est pas du tout, mais c'est juste que, en fait, on serait tous et toutes plus heureuses si on pouvait s'ouvrir à d'autres personnes Complètement. et faire entrer plus de personnes sans mettre au travail des grands-parents qui n'ont pas forcément envie, qui se trouvent aussi en burn-out grand-parental. Il y a un juste milieu à trouver. Ah ouais, non, mais t'es dans le vrai, hein. Et c'est ce que enfin, je te disais tout à l'heure, donc moi aussi je suis doula, et c'est ce que c'est ce que je revendique au quotidien, c'est l'entraide. Ouais. Et on en parlait juste avant, du coup, l'enregistrement. Tu me disais que tu parlerais très tôt à ton enfant de son histoire. Est-ce que tu as déjà commencé à lui en parler? Est-ce que tu sais, si c'est pas le cas, ce que tu vas lui dire? Comment tu vas aborder toute Bon, votre alors, histoire? là, très clairement, j'ai beau trouver que mon enfant est un génie, je Oui, pense que ça il sert a pas à 3 grand mois. chose que je lui en parle. Voilà. Déjà, s'il comprend le mot biberon, je pense que il fait toujours pas le lien entre le biberon, la bouteille et ce qui se passe. Donc, pour l'instant, je ne lui en parle pas. C'est normal. En revanche, j'ai déjà reçu plein de livres qui expliquent les différents types de familles, qui vont me permettre de raconter son histoire, que ça soit son histoire queer, que ça soit mon rapport à moi, à la au genre, que ce soit les familles célibataires aussi. Je veux aussi qu'ils soient assez rapidement en contact avec d'autres enfants issus de familles différentes. Et donc que ce soit des enfants dans des familles avec un seul parent, ou avec 2 parents du même genre, ou avec plusieurs parents. Et en ça, la PGL, j'ai hâte que l'enfant soit suffisamment grand pour pouvoir fréquenter ses enfants. Mais je pense que si moi j'ai pas mal d'amis qui vont avoir des enfants, j'espère que ça permettra d'offrir d'autres modèles, même si, pour l'instant, j'ai aucune amie qui a vraiment prévu d'avoir un enfant seul, pour sûr. Mais en fait, j'en ai pas mal qui me disent y réfléchir. Et pour qui c'est une possibilité, mais même très jeune, et même hétéro. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, mais on sent que la société, elle bouge là-dessus, hein, Ouais, clairement. exactement. Et ça veut pas dire que tu prives que tu mets la société en menace, ou que tu prives des hommes de parentalité, parce que avoir un enfant célibataire, ça peut aussi vouloir dire en coparentalité, et donc ça peut aussi vouloir dire offrir la possibilité d'une parentalité à un mec hétéro, pas hétéro, un mec célibataire. C'est tout ça, ou un couple d'hommes aussi. Donc c'est tout ça qui est intéressant. Puis sinon, je vais lui en parler, je pense, de façon très simple au début. Lui dire, il y a des familles où il y a un parent, 2 parents, 3 parents. Il y a des familles où c'est un homme, une femme, 2 femmes, 2 hommes, une femme. Enfin, juste en fonction de ce qu'on va voir dans la vie de tous les jours, quoi. Quand il y aura
une occasion d'en parler, j'en parlerai, j'expliquerai la petite graine, que quelqu'un de très gentil m'a aidé, nous a aidés. On verra au fur et à mesure. Et puis après, sur tout ce qui est, je vais aussi très rapidement lui parler de tout ce qui est genre et sexe, pas dans la sexualité, mais dans le sexe anatomique, parce que je trouve que c'est très important aussi pour que l'enfance grandisse, qu'il comprenne qu'en fait c'est à lui de choisir son genre et qu'il peut être plein de choses. Et que les enfants d'intersexe ça existe, les enfants trans ça existe, les enfants non binaires ça existe, sans nécessairement utiliser ces mots. Moi, je sais que vraiment les vêtements, je les achète dans les chez les garçons, chez les filles, que j'ai demandé à tout le monde de parler d'un bébé et pas d'un garçon ou d'une fille, que je fais vraiment beaucoup d'efforts pour dégenrer au maximum et lui faire comprendre que ce bébé, en tout cas, d'une façon très queer, peut vraiment tout faire et que il a accès à tous les sentiments, qu'il a accès à toutes les compétences, à toutes les activités et donc ça me semble et à tous les genres et que ça sera à lui vers les 4-5 ans, c'est l'âge où on commence à se questionner sur son genre si on laisse en tout cas les enfants se questionner dessus et moi j'ai prévu en tout cas de lui laisser de la place pour explorer son genre aussi. Ouais, non, mais je pense que t'as une ouverture d'esprit qui est géniale, c'est hyper agréable à entendre, tu vois. Clairement, la façon dont tu abordes les choses au global, en général, est hyper rafraîchissante. Ça donne vraiment une super belle image et de la sexualité, de l'aromantisme aussi, comme tu en as parlé, et de la parentalité solo, choisie d'ailleurs. et revendiquée, parce que c'est quand même hyper important et comme tu le dis, que la société se rende compte qu'on peut décider d'être parent solo et surtout assumer pleinement cette parentalité. Ouais, ça fait peur. Oui, mais complètement, parce que des fois on est débordé en couple avec un enfant. Enfin, tu vois, c'est ça qui peut faire peur aussi. Alors effectivement, il y a des gens qui sont pas forcément contre, mais qui sont étonnés ou qui comprennent pas parce que disent c'est pas possible de gérer. Bon, honnêtement, là pour l'instant c'est tout à fait possible, mais encore une fois, j'ai un petit bébé assez parfait et ce n'est que le début. Donc je vous redirai quand il commencera le bébé à ramper. Sinon, je pense qu'il y a aussi foncièrement le fait que ça remet en question tout le schéma de la société. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, on a construit notre société moderne sur cette idée du couple tout puissant. C'est vraiment le but de mon travail à l'heure actuelle, c'est de montrer à quel point cette invention du couple romantique qui serait refermé sur lui-même, coupé des grands-parents, coupé de son village au sens littéral du terme. Je veux dire, il y a pas si longtemps que ça, tout le village était un peu impliqué ou tout l'immeuble était un peu impliqué. Mais complètement. Et que du coup, on a construit la société moderne et consommatrice autour de ça. Parce que oui, de fait, si on est que 2 parents, on a besoin de consommer des biens, des services pour gérer. Et là, tout d'un coup, on revendique ça et ça fait vachement peur. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on voit dans les médias les PMA de femmes célibataires, mais plus généralement, la parentalité solo, comme étant un truc qui est l'apanage des quadragénaires hétéros dépités parce que les mecs sont des connards et qu'elles ont pas trouvé de mec. Moi, je le vois très bien dans le groupe dans lequel je suis. C'est pas du tout le cas. Alors, il y a plein de personnes asexuelles et aromantiques, ça c'est clair. Il y a des personnes qui juste ont une envie d'enfant hallucinante et pour qui c'est la priorité. Il y a pas mal de personnes assez jeunes. Je parle d'une petite vingtaine. Pour qui et d'ailleurs j'ai une amie, quand je l'ai rencontrée, elle avait 25 ans et elle avait déjà mis l'argent de côté pour sa PMA. C'est dingue. Enfin, moi je trouve ça génial. Ouais, mais on nous dit qu'on doit avoir envie d'enfant, mais on pense qu'il faut un certain âge, un certain modèle de famille pour avoir des enfants, alors que l'envie d'enfant, en fait, l'envie d'être parent, n'a pas de... Enfin, ça vient à chacun différemment. Bien sûr. Et c'est pour ça, en fait, que moi je prends la parole, parce que je sais que j'ai la plateforme pour, en tant que journaliste, que ça me dérange pas d'en parler, que je suis dans une stabilité qui me permet aussi d'en parler. Et du coup, j'en parle à la fois pour les personnes asexuelles, pour généralement ouvrir la discussion sur ces sujets, mais aussi pour montrer que la parentalité, c'est bien plus que ce qu'on nous vend. Et je pense que tout le monde se sent bien plus à l'aise une fois qu'on commence à en parler. Et ce qui est fascinant dans la sexualité et l'aromantisme, et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement queer, c'est que, encore plus que les autres, on est obligé de repenser la structure de la société. Parce qu'on rentre vraiment pas dans les cases.
Non. Donc, on n'est pas, entre guillemets, d'imiter le couple hétéro en étant un couple homo. Je dis bien sûr, je mets d'énormes guillemets, quoi. Mais là, on se retire complètement du concept du couple. Et donc, nous, on est face à plein de problèmes. Enfin, on peut être en couple et être aromantique, si par exemple des couples platoniques ou des couples amicales. On peut être en couple et être asexuel et avoir des rapports sexuels ou pas. Hein, ça n'empêche pas de... voilà, écoutez mon podcast si ça vous intéresse. Mais... Oui, clairement. À la fin de l'épisode, je vais renvoyer vers ton podcast. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même pas mal de personnes qui font le choix du célibat quand elles sont asexuelles et aromantiques. Et du coup, ça pose plein de questions sur l'accès au logement, sur comment est-ce qu'on construit sa vie sociale dehors de l'amitié. Alors, on peut aller faire des rencarts, etc. Mais je veux dire, casser cette image de la célibataire qui cherche forcément. C'est pas vrai. On cherche pas forcément. Et on cherche pas forcément, et certaines elles disent juste pour l'instant j'ai pas envie de chercher, mais peut-être que plus tard je m'y remettrai. Et d'autres qui disent je n'ai aucune intention d'être en couple pour le reste de ma vie. Et ça peut changer, hein, on sait jamais. La vie est pleine de surprises. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très révolutionnaire en fait dans à la fois la façon dont les personnes asexuelles vivent leur vie, ont des relations sociales et font famille. Et c'est pour ça que je trouvais hyper important d'en parler, quoi. Ouais, complètement. Non, mais tu as raison. Et évidemment que ton podcast, il a une vraie légitimité. Donc, je rappelle le nom du podcast, hein, c'est Free From Desire. Et ça me rappelle vaguement une chanson des années... Vaguement, très vaguement. Très vaguement. 2000, je dirais. Et vraiment, ton podcast, il a une vraie légitimité parce qu'aujourd'hui, tu libères la parole, hein, clairement, sur la sexualité. Et surtout, tu l'expliques. Donc, tu donnes de l'information, tu éclaires et du coup, on se l'est dit tout à l'heure, hein, quand on a l'information, ça fait moins peur. Ouais, c'est ça. Et avoir l'information, savoir où chercher. Moi, tous les jours, pratiquement, depuis que le podcast sort, je reçois un message d'une personne qui me dit j'arrive enfin à mettre des mots sur ce que je ressens, je me sens mieux, je l'ai envoyé à plein de gens pour qu'ils comprennent qui je suis. Il y a un vrai besoin de modèles et pas juste de modèles superficiels. On a besoin de modèles où on peut voir toute l'étendue de nos vies, tous les aspects de nos vies. Et je dis bien de nos vies, hein, de tout ce qui sommes dans ce grand acronyme et qui se considère au minimum, qui se considère queer, LGB, tout ça, quoi. Qu'on puisse aller vraiment plus loin dans nos intimités et voir comment est-ce qu'on gère notre quotidien, comment est-ce qu'on gère notre famille. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je te remercie pour ton podcast. Parce qu'en France, on n'a pas tant de prise de parole que ça. On n'a pas tant de fiction qui nous mettent en scène d'une façon en dehors du fameux coming out. On ne fait qu'un seul coming out dans notre vie, nous le savons tous très bien. Voilà. Et voilà, donc c'est important. Voilà. Je te remercie beaucoup. Mais en fait, je pense que nos deux podcasts ont vraiment, vraiment une légitimité, clairement. Ouais. Alors, on se fait des fleurs là comme ça, là. On se fait du bien. Bon voilà, mon bébé parfait, je te dis. Il est à la fin de l'épisode. Voilà, pile pour la fin de l'épisode. Bien sûr. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Aline. Voilà. Et merci à toi. Et à une prochaine fois, j'espère. On se dit à très bientôt, bien sûr. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Lorsque l'on fait des recherches sur Internet, on tombe nécessairement sur la page Wikipédia et sa définition de la sexualité. Je vous la lis ici pour que vous ayez une visibilité sur la définition donnée par les médias. Pour Wikipédia, la sexualité ne doit pas être confondue avec l'aromantisme, c'est précisé au début de l'article. La sexualité, dans son sens le plus large, est l'état d'une personne, asexuelle, qui ne ressent pas ou peu d'attirance sexuelle pour une autre personne, ni ou pour elle-même. La sexualité a aussi été définie comme un désintérêt pour le sexe, ou plus rarement comme une absence d'orientation sexuelle. Une étude, couramment citée et publiée en 2004, estime le taux de personnes asexuelles à 1% au Royaume-Uni. La sexualité est à distinguer de l'abstinence sexuelle et du célibat, qui sont généralement motivés par des facteurs tels que les croyances personnelles ou religieuses. La sexualité n'est plus reconnue comme une pathologie par l'Association américaine de psychiatrie depuis 2013. Mais elle n'a commencé à être reconnue comme une orientation sexuelle que récemment, lors de la conférence des droits de l'homme de la World Pride à Madrid, le 28 juin 2017. Elle suscite l'intérêt de la communauté scientifique, qui produit un nombre croissant de travaux. Si
Si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut aider une personne à se reconnaître, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute afin de lui donner plus de visibilité. Sur Spotify, c'est possible maintenant, ainsi que sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, c'est aujourd'hui ce qui est le plus parlant pour Apple pour faire remonter le podcast dans les onglets de recherche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un avis sur vos plateformes. Ça, c'est surtout pour moi, ça ne sert pas forcément à Apple ou à Spotify. Je vous retrouve sur la page Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast, pour échanger autour de cette thématique ou pour en démarrer de nouvelles si vous le souhaitez. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone. Less alone.